que c'est qu'être ici. Alors moi j'étais attiré par ce projet, surtout parce qu'il était dit qu'on allait y faire de la vidéo. C'est quelque chose qui me passionne, je n'avais jamais fait. Et c'est ce qui m'a vraiment attiré dans ce projet. Mais quelque chose de supplémentaire. C'est que vous avez vu, il n'y a pas d'écran. Les vidéos, ce soir, on ne va pas les projeter. On introduit un concept un peu nouveau. Ce soir, exceptionnellement, je vais vous demander de garder vos téléphones allumés, vos smartphones, parce que pendant le spectacle, je vais vous donner des adresses sur YouTube pour aller voir les vidéos qu'on a tournées. Mathieu, non, on n'était pas d'accord. Depuis, on a déjà vu ce spectacle, c'est quelque chose qui fait toujours débat. C'est que on a fait ces vidéos, elles nous ont permis de construire le spectacle. En même temps, on a décidé de ne pas les mettre sur le plateau parce qu'on pense que le théâtre, c'est ici, maintenant, et que du coup, on veut le raconter. Donc c'est vrai que ça fait débat, mais en fait, c'est le principe même de ce spectacle, c'est de l'interaction avec le public. Tout le monde regarde sur son smartphone, si les gens regardent des portables sur le théâtre. Mais non, mais si justement, c'est un peu ça, ça peut marcher. Je vous donne de laisser son portable allumé alors qu'on est dans une salle de spectacle. Vous laissez vos portables allumés. Mathieu, voici la télécommande. Tu vas pouvoir voir une vidéo, la vidéo de Karen. Ah oui, parce que Mathieu vous a dit qu'on était 8, c'est pas parce qu'elle est nulle en maths, c'est parce qu'on était effectivement 8. Karen a été présente avec nous tout au long de l'atelier, mais elle ne pouvait pas être là ce soir, donc c'est la seule vidéo qui sera dans le spectacle. C'est là sur l'écran. Non, ça. Je ne suis pas là. Au moment où je vous parle, je suis actuellement sur une plage à l'île de la Réunion. Et je pense fortement à vous. Je vous embrasse de là où je suis. Je remercie beaucoup à Stéphane, Pascal, tous les camarades qui m'ont accompagné pendant l'atelier théâtre qui a duré pendant 1 an pour vous montrer ce que c'est. Il y a une seule vidéo, ça. Désolée, c'était pas prévu. Bon, bah c'est ballot. Karen, elle habite ici à Guyancourt et elle n'est pas là. Moi, j'habite pas ici à Guyancourt et je suis là. En fait, j'habite dans la vallée de Chevreuse. Alors, un jour, j'ai enregistré la route, le chemin que je prends au dictaphone, et puis je pensais vous le passer ce soir. Mais en fait, il est préférable que je vous le raconte pour de vrai. Vous voyez bien, ce genre d'incident vous prouve que c'est quand même mieux. Alors voilà. Donc moi, je quitte une banlieue traditionnelle, pavillon Meulière, ligne de RERB. Et pour quitter ma banlieue, il faut que j'emprunte une route comme ça, en zigzag, avec des virages, des courbes, et là, j'arrive sur un plateau, un immense plateau plat, feu rouge. Je prends la route, je contourne une ferme, bâtiment en construction, dalle ardoise, devenez propriétaire dans un écoquartier, un seul appart allumé, chantier, je continue, j'arrive à un premier rond-point, des caravanes avec des roms. Je continue ma route, et là, j'emprunte la D36, rectiligne, avec au milieu des champs rectilignes à l'infini à faire deux, tout droit. Sauf que de temps en temps, 70, 50 km/h, je rétrograde un rond-point, je continue. Alors, bâtiment en construction, chantier, champ, labour, direction brico-marché, une grue, un château d'eau, j'arrive au rond-point de Saclay. Bar, brasserie, cave à vin, groupe Eiffage, groupe arcade, chantier en construction. Je continue, 70, 50 km/h, un autre rond-point. Là, des retenues d'eau, des châteaux d'eau, des grues, à perte de vue. Après le rond-point de Saclay, j'aperçois au loin un gros dôme en fer, poteau incliné vers le haut, barbelé tout autour, checkpoint, un peu style Deuxième Guerre mondiale, des grandes fumées qui balancent de la fumée blanche. Et de l'autre côté de la chaussée, transformateur avec des pylônes électriques. Pylônes électriques comme ça, jambes écartées, chapeau pointu,
en enfilade, reliées comme ça, en farandole. Bien, je ne vous ai pas dit, c'était le commissariat à l'énergie atomique, devant lequel je venais de passer. Ensuite, je continue ma route, un rond-point, 70, 50 km/h. J'entre dans le département des Yvelines par un rond-point, suivi d'un rond-point. Je continue tout droit, c'est plat à perte de vue. J'aperçois malgré tout un relief, c'est un golfe, quelques châteaux d'eau. J'arrive au rond-point des mines, je tourne à droite, direction Guyon. Alors là, c'est très particulier. D'un côté, il y a une rangée de tilleuls, deux voies dans un sens, rangée de tilleuls, couloir de bus, rangée de tilleuls, deux rangées dans un autre sens, rangée de tilleuls. Je continue, c'est immense, hein, ça fait des kilomètres de long. Un feu rouge, rond-point, bonhomme vert, bonhomme rouge, je continue. Un bus passe, personne à l'intérieur. Je continue encore, deuxième rond-point, là on a l'impression qu'il est traversé par une autoroute, tellement la chaussée est immense. Et là, au milieu du rond-point, il y a un autre feu rouge. Je m'arrête, je continue, je vois passer un autre bus avec des gens de profil, mais plutôt, comment dire, en ombre. Je continue et j'arrive, je longe le gymnase de l'aviation qui est comment dire, bordé par une barrière de fer. Autre rond-point, au loin j'aperçois le McDo, oasis dans des airs humains. Je suis arrivée, je tourne sur la gauche, après m'être arrêtée au feu rouge sur le rond-point, et je suis arrivée à la Villa Jean-Bonnet où on répète tous les lundis soirs vers 18h, 19h à Guyancourt. Ça fait beaucoup de... Oui, ça fait beaucoup de ronds-points. 13 ronds-points. 13 ronds-points. Mais les ronds-points, c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa parce que le rond-point, ça donne le droit à l'erreur. On a tous toujours fait 2 fois, 3 fois le tour d'un rond-point pour chercher son chemin. Ça arrive à tout le monde, ça. Ouais, bah, je me souviens qu'il y a eu une fois un chauffeur de bus, il avait fait 3 fois le tour du rond-point des droits de l'homme à son bus scolaire. Oui, Parce qu'il s'était perdu. Non, non, non. Non, je sais pas, il voulait s'amuser. Enfin, les enfants, ils ont bien rigolé. Mais bon, les parents, quand ils ont appris ça le soir, ils riaient moins, certainement. Hein. vous savez que les ronds-points, les étrangers nous les envient. Ça n'existe pas partout, les ronds-points. Et ils nous parlent des ronds-points, les ronds-points, c'est un élément touristique. Tout à fait. Et puis, ça fait, en général, les collectivités locales font preuve de créativité. Par exemple, il y a des ronds-points vaches. Un rond-point Aujourd'hui, vache. j'étais à Buc, il y avait un rond-point hélicoptère avec plein de fleurs dedans. Ça me fait penser en sortant. Je travaille au Technocentre. En sortant du Technocentre, première sortie, un rond-point. Et un jour, un chameau au milieu du rond-point. Il y avait un cirque qui s'était installé, faisait paître son chameau sur le rond-point. Ça sert beaucoup les ronds-points. N'empêche, en race campagne, on me fait passer. Il y a que 2 routes, le rond-point, je ne vois pas à quoi il sert. Et en plus, c'est super cher. Moi, en reste de campagne, justement, j'en ai vu un, 160 000 €. Non, mais c'est moins cher que les feux rouges. Alors, ce que Mais je à Guyancourt, il y a des ronds-points et des feux rouges. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a même un rond-point qui dessert la rue Poincaré. Les ronds-points ont été inventés en Bretagne pour éviter les chocs comme ça de voitures à cause des problèmes d'alcoolisme. En Chine, ils font même des ronds-points pour les piétons. Ah bah, on les a exportés en Chine. Pourquoi? Pour que les piétons circulent bien. Au-dessus des voitures. Comme ça. Oui, c'est des grands anneaux. Mais moi, quand je suis arrivée à Guyancourt il y a 32 ans, il n'y avait pas un seul rond-point. Ce n'était uniquement que des lignes droites. Voilà, et alors, bon, faut que je vous dise, moi, il y a un truc qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire. Dans ce qui vient d'être dit généralement, c'est parce que le projet, Mathieu a dit que le projet, c'était être ici. Mais être ici, nous, c'était ici à Guyancourt, dans la ville. Mathieu, c'est un petit peu trompé, mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis pas de Guyancourt, on n'est pas tous de Guyancourt. Moi, je suis de Montigny-Bretonneux, mais c'est pas grave, je me suis inséré dans le projet, voilà, par le biais de la ville nouvelle. Et mon approche à moi, c'était donc une approche historique. On dit que les villes nouvelles sont nouvelles, elles ne sont pas forcément de l'histoire. Mais justement, pour moi, c'est ça l'histoire, c'est-à-dire que ce sont des grandes lignes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60? Dans les années 60, c'est la vitesse reine. Dans les années 60, il y a le Concorde, il y a le TGV, il y a Airbus, et il y a aussi un plan autoroutier qui est en train de se faire. Donc, il fallait passer du point A au point B en 2 temps 3 mouvements. Et ce qui se passait au milieu, il n'y avait rien. C'est exactement ce que Gaël a dit. Vous avez des 2 fois 2 voies, de grandes voies, bordées, vous ne voyez rien autour, et il n'y a personne. La vie, un désert humain. Voilà, c'est ce que moi, à chaque fois, je constate, et c'est rigolo, je trouve, de revenir un petit peu en arrière, de voir ça de manière historique. Alors évidemment, la vitesse, ça marche tant que le pétrole n'est pas cher. Hein. Vous savez tous, 73, 79, c'était fini. 79, c'est pas le second
fait très froid, il a même un peu neigé, le sol est durci par le gel, il faut faire attention de ne pas glisser. Nous venons pour acheter notre appartement. Nous allons troquer notre 2 pièces sans aucune commodité pour un grand 5 pièces tout moderne. Nous ressortons heureux propriétaires d'une véritable salle de bain et nous partons directement pour la maternité, c'est la naissance de notre 2e enfant. Septembre 1980, nous emménageons, mais en même temps que 170 autres copropriétaires. À l'école où nous avons inscrit notre fils, ils n'attendaient pas autant d'enfants. Du coup, on est en colère, on occupe l'école. Bon, quelques heures plus tard, tout est arrangé, tous les enfants sont scolarisés. Cette école maternelle n'existe plus maintenant, elle a laissé la place à la maison de la justice et du droit. Alors j'ai quelques chiffres et quelques dates. Une date importante pour la ville, c'est le 11 août 1972. C'est la définition du périmètre de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, qui à l'époque comptait 11 communes, contre 7 aujourd'hui. Et puis, quelques chiffres sur la démographie de Guyancourt. En 1793, 548 habitants. En 1901, 614. En 1968, 1500 et aujourd'hui, plus de 28 000. En fait, la population est récente, on a très très peu de personnes âgées. Ça veut dire qu'il n'y a que 500 modèles originaux? Oui, pendant un siècle et demi, il y a eu 500 personnes dans la ville. Mais tu parles d'habitants, qu'est-ce qu'il y avait avant En fait, il y avait le village de Guyancourt, les petits hameaux autour qui ont été absorbés par la ville, et puis des champs, il y avait de la betterave par exemple. Mais de la betterave pour le sucre, pour la salade, je sais pas. Oui, pour le sucre. Et c'est pas loin de Versailles, il n'y avait pas un lien entre Versailles et Guyancourt C'est les retenues d'eau. Alors, Sa Majesté absolue, pour son bon plaisir, s'est fait construire un réseau de canalisation destiné au château de Versailles, à ses fontaines, etc. Alors, le problème, c'est que ça ne marchait pas tout le temps. Donc, quand il passait, quand il allait faire sa promenade, il fallait ouvrir les robinets, et dès qu'il était passé, on refermait les robinets. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a des grands espaces d'eau, comme ça, des grandes étendues d'eau, et que c'est très agréable pour les habitants. N'est-ce pas? Exactement. Ouais. Et j'ai un autre lien entre la ville de Versailles et la ville de Guyancourt. C'est le métier à bœuf. Donc, un métier à bœuf, c'est une structure en bois avec des lanières de cuir, des poulies qui permettent de maintenir un bœuf. Parce qu'en fait, un bœuf, ce n'est pas un cheval. Si vous voulez changer le fer d'un bœuf et que vous soulevez une patte, le bœuf, il tombe. Donc là, avec le métier à bœuf, ça permettait de le retenir. Et le métier à bœuf, pardon, plus le bœuf, il est juste derrière la ferme de Bel-et-Bas. Et d'ailleurs, la ferme de Bel-et-Bas, parce qu'on y est ce soir, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi ça s'appelait la ferme de Bel-et-Bas? Ça fait une vingtaine d'années que c'est un théâtre. Avant, c'était une ferme. Et du coup, pour le nom, il y a 2 hypothèses. La première, très soft, c'est que c'était une ferme. On y entreposait le blé. Le blé, on le battait. Une ferme de Bel-et-Bas. La deuxième, c'est qu'un ancien marquis, appelé le marquis de Bel-et-Baste, aurait profité de ce lieu pour abuser de son droit de cuissage. Les lanières de cuir. Des beaux ébats. Il y a des semblants. 1981, la solidarité. Dans notre quartier, il n'y a absolument rien. Donc tout est à inventer, tout est à construire. Nous sommes des pionniers. Du coup, la solidarité s'organise. Comme il y a pas mal de grèves à cette époque, on institue des tours de garde pour garder nos enfants. Et comme je vais travailler en voiture, j'emmène ma voisine pendant ce temps-là. Son mari emmène tous nos enfants à l'école. Un voisin a même l'idée d'organiser la première fête des voisins. Enfin, c'était la première fête des voisins de la cage d'escalier. Cette fête a commencé au rez-de-chaussée, en début d'après-midi, et elle s'est terminée tard dans la nuit au 4e étage, après que chacun se soit offert à manger et surtout à boire. Ben, aujourd'hui, je connais mes voisins de palier, et encore. 1982, la première crèche collective de Guyancourt ouvre dans des appartements en bas d'immeubles dans une commune voisine. J'y suis embauchée en tant qu'auxiliaire de puériculture. Enfin, le slogan « Changer la vie » et le souhait des bâtisseurs de la ville nouvelle de nous faire travailler à l'endroit où on habite s'applique à moi. Je ferai plus tard un 3e enfant. Ouais, enfin, changer la vie, ça n'a pas toujours été le cas. Hein.
parle de ça parce qu'à côté de Guyancourt, il y a le camp militaire de Satori. Hein. Quand vous venez de Paris, vous passez, vous longez. Dans ce camp militaire, on a fait venir en 1871 tous les communards après la semaine sanglante. Alors ils venaient à pied, la foule versaillaise leur était très hostile. Et d'un côté, on a d'abord mis les femmes, il y avait Louise Michel. Et ce qu'elle raconte dans ses mémoires, c'est que parmi ces femmes qui étaient enfermées à Satori, il y avait des ambulancières, des cantinières, à qui on reprochait d'avoir nourri ou soigné des communards, mais aussi parfois des Versaillais ou les deux. Il y avait même une bonne sœur qui était là parce qu'elle avait donné à boire aux condamnés à mort qui avaient soif, avant qu'ils soient fusillés. De l'autre côté, il y avait les hommes. Alors, selon les chiffres du tribunal militaire, ce que nous dit Louise Michel, c'est qu'il y a eu 1179 hommes, communards, fusillés dans le camp de Satori. Parmi eux, il y avait Théophile Ferré, 24 ans, élu à la mairie du 18e arrondissement, qui a déclaré devant le tribunal militaire, présidé par Adolphe Thiers, « Libre j'ai vécu, j'entends mourir de même ». Alors, ils défilaient avec une bêche et une pelle pour creuser eux-mêmes la fosse dans laquelle on les jetterait une fois qu'ils seraient exécutés. Satori, c'était ça. Ouais, mais pour moi, changer la vie, enfin moi j'ai retenu autre chose de changer la vie. Tu l'as dit, c'était le souhait des bâtisseurs. On retourne un peu dans les années 60, je vous ai parlé tout à l'heure de la vitesse. La vitesse, c'est le contexte national, c'est toute la France. Mais on est dans un espace unique, vraiment unique. Il faut retourner un petit peu dans les années 60 et là, il faut se... Voilà. Cette fois-ci, je vais prendre la même question, mais cette fois-ci au niveau historique, administratif et politique. On est dans les années 60 et c'est la 5e République est toute jeune. 5e République présidentialiste. La nouveauté, c'est que cette fois-ci, l'État prend l'initiative de la construction urbaine. Et elle prend l'initiative à travers qui? À travers des ingénieurs des ponts et chaussées, à travers des énarques, des polytechniciens. Une partie d'entre eux, d'ailleurs, reviennent d'Algérie après le traité d'Évian de 62. Parmi lesquels, le plus emblématique que vous connaissez peut-être, c'est Paul de Louvrier. C'est le nom de la gare routière. Voilà, et pour cause, forcément, c'est le père en fait des villes nouvelles. Et donc, ils sont arrivés avec la possibilité de créer quelque chose de nouveau, et ils partageaient un langage commun, ils partageaient une foi dans la technique, dans le progrès, dans la raison technique. Ils sont arrivés avec un espace, on l'a dit, hein, ce sont des champs, ce ne sont que des champs. C'était une feuille blanche. Ils avaient l'idée de construire quelque chose de nouveau. Ils ont fait de cet espace-là un laboratoire expérimental pour la création urbaine. Alors tout ça, ça s'est arrêté. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la crise pétrolière. Il y a une deuxième cause aussi, c'est le retour de la droite provinciale, comme on dit, au pouvoir en 1974, Valéry Giscard d'Estaing, mais fin à l'expérience. Mais on a ici un espace unique, un peu figé dans le temps quelque part. Pour moi, c'est ça, changer la vie en France. Là, il y avait vraiment un projet. En 1983, la boulangerie. Dans notre quartier, il n'y a absolument aucun commerce. Si on regarde à gauche de la résidence, on voit des champs de maïs, des grues, des chantiers de construction et à 2 km, le centre-ville avec ses quelques commerces. À gauche de la résidence, des champs de maïs, des grues, des chantiers de construction et à 2 km, l'Euromarché, le supermarché de l'époque. Et puis un jour, sur un chemin piétonnier, sur une dalle introuvable et en haut d'un minuscule escalier en colline maçon, s'est ouverte une boulangerie dans des appartements. Immédiatement, c'est devenu le centre social du quartier. Les enfants s'y retrouvent après l'école, les gens échangent dans la file d'attente et se saluent. Cette boulangerie a fini par disparaître quand des véritables commerces visibles de la rue et avec des places de stationnement devant se sont ouverts, mais dans le quartier d'en face. Et ça, c'est encore important dans la ville de Guyancourt, l'identité qui passe par le quartier. Le quartier dans lequel on habite, c'est comme un petit village, quoi. C'est ce qui relie les nouveaux habitants à la ville. Enfin, vous m'enlèverez pas de l'idée, malgré tout ce que vous racontez, que quand même, il y a une certaine forme de ségrégation sociale et spatiale, puisque moi, quand j'étais au pont du Routoir, c'était HLM Land. Non mais attends, moi je peux pas te laisser dire ça, Gaël, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'habite à Guyancourt depuis peu de temps. Avant, c'était une ville que je traversais. C'est différent entre traverser une ville et y habiter. Je voyais, je passais devant l'église et
c'est que depuis que j'y habite que je sais qu'il y a plus de 50% de logement social. La construction est assez bien fichue là-dessus. Il n'y a pas de... Ça se voit pas. Ça se voit pas, je ne le savais pas. Peut-être, mais pour le coup, enfin, le contre-toi, c'est particulier. Et Gaël n'a pas tant sa perception. Mais ça remonte à une histoire d'avant. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que la ville de Versailles qui s'est débarrassée, entre guillemets, de ces HLM en posant ses portes sur un espace, un terrain beaucoup plus lointain de la Et ville. je voulais dire que c'était surtout différent quand on vit ici. Cette scène, elle a été compliquée à mettre en place parce que quand on s'interroge sur la ville, plus on s'interroge, plus on a envie de creuser. Et moi, je voulais vous parler d'une autre date importante, c'est le 16 mars 2013. Cette année, c'était un projet vidéo et c'était notre journée de tournage. Alors, on avait tous fait des enquêtes, on en continue à faire après le 16 mars, et le 16 mars, il y avait le parcours et une interview de chacun. Donc à 10h, on commençait avec le parcours de Karel, qui est postière. À 11h, Anne-Marie, qui fait des footings tous les week-ends, était suivie par Stéphane et Pascal. Et à 13h, on se retrouvait au bar portugais, celui qui est en face de l'église sur la place. Donc on a parlé du bar portugais toute l'année. Par acquis de conscience, aujourd'hui, j'ai été vérifiée, il s'appelle le Rio Lima, parce que c'est le nom du fleuve qui passe près du village natal des propriétaires. Et ce bar, moi je travaille à Guyancourt, mais je n'y suis pas, sauf que j'y passe sans doute plus de temps qu'Anne-Marie qui elle y vit. Et on a décidé que je ferais mon enquête sur ce bar parce que j'y ai retrouvé un copain d'enfance qui est le barman. Et toute l'année, j'y suis passée, j'ai pris des cafés. J'ai jamais réussi à faire une enquête parce que je discutais avec les habitués, je passais un moment, mais il n'est pas possible de faire une enquête. Le 16 mars, comme on se retrouvait tous au bar portugais à 13h, j'ai eu un petit coup de pression et j'y vais plus tôt pour essayer de faire cette enquête que je n'avais pas faite. Sauf que je tombe sur Monsieur Antonio, avec qui je prends un café, on discute de la vie, de tout ça. Le bar était blindé, c'était la fin de semaine, tous les ouvriers venaient pour prendre leur café ou l'apéritif. Sur la droite, il y a un écran immense qui projette du foot que personne ne regarde. Au kebab aussi, il y a un écran le samedi avec du foot. Et là, Monsieur Antonio s'inquiète que je boive autant de café et m'offre un pied. On se met à discuter avec un habitué, un descendant des 500 premiers. Il vit au Bouvier et lui est né au milieu des vaches. À ce moment-là, Pascal arrive, Monsieur Antonio lui offre un pied. Non, moi, j'ai payé mon pied. Gaël arrive aussi. J'ai payé mon pied aussi. C'est un bar d'hommes, le bar portugais. Et là, on est 3 femmes au comptoir. Il commence à y avoir un déséquilibre. Le reste de l'équipe arrive. Paul, avec sa fille, Mathieu, puis Stéphane, Pascal, avec la caméra, Anne-Marie en tenue de joggeuse. Et là, dans un bar d'habitués, on est au centre. On passe dans la salle de gauche, qui est la salle restaurant. Et là, on découvre qu'après le comptoir blindé, le restaurant aussi est blindé. On s'était fait la réflexion toute l'année que Guyancourt était un peu désert parfois dans les rues, surtout en hiver, et tout le monde était au bar portugais. Pendant le déjeuner, on n'a pas le droit de se raconter les interviews qui ont été faites le matin, il y a une sorte de mystère, du coup on parle de nous, on se raconte nos vies, on se rencontre. Et au moment du café, c'est le moment de mon interview. L'atelier s'appelait Être ici. Pendant toute l'année, chacun, de notre point de vue, on a réfléchi à la question. Et donc la question était facile, j'aurais pu m'y attendre, mais impossible d'y répondre. C'est quoi ? Être ici, c'est jouir du moment présent. Ouais, mais si tu vas d'un point A à un point B, t'es où? Pas ici. Ben où? Puisque t'es en mouvement. Si je me replonge dans l'état d'esprit où j'étais quand on m'a posé la question, bah, je dirais que la réponse, elle dépend justement de cet instant-là. À 5 minutes près, on ne fera pas la même réponse. Être ici, c'est agir sur son environnement aussi. Pas forcément. L'habitué avec qui je discutais ce jour-là, c'était Monsieur Antonio. Mais d'une certaine façon, pour moi, il incarne l'être ici. Actuellement, il ne vit pas à Guyancourt parce qu'il fait des travaux dans sa maison. Et tous les matins, il vient de Neuilly très tôt et il repart à Neuilly très tard le soir parce que c'est à Guyancourt qu'il est
l'UEFA n'a pas voulu. De toute façon, toutes les vidéos qu'on a faites, on ne vous les a pas montrées. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'on voulait raconter. Mais il y avait une ambiance sonore, vraiment cette ville est visuelle, sonore. Et... Vous donnez les... Même pas ça, Je suis prof de maths. Et si je me suis inscrite, c'est parce qu'il y avait théâtre et vidéo. Et j'adore l'idée du scénario en fait. Alors du coup, je vais vous raconter 2 scénarios que j'ai imaginés. Quel film pourrait-on tourner ici, à Guyancourt? Et d'abord, j'ai pensé à un film de science-fiction. Donc il m'a été inspiré par le lieu de travail de Mathieu, le Technocentre. Donc voilà, c'est cette grande structure en biais, en verre et en métal, comme ça. C'est du béton, Pascal. Bon, donc c'est cette grande structure en biais, en béton et en métal. Et ça m'a fait penser à une piste de décollage pour vaisseaux extraterrestres. Donc voilà. Ils sont parmi nous. Ils veulent retourner chez eux. Pour leur batterie, ils ont besoin de l'énergie vitale des personnes âgées. Nos plus de 65 ans disparaissent. Ils ont multiplié la population en 40 ans. Un soir de tempête de neige, un homme, seul sur son lieu de travail, Bruce Willis, voit une de ses amies hypnotisée se diriger vers le centre. Sigourney Weaver, aidé d'un de ses amis, un savant fou, capable de conceptualiser les univers, Jack Nicholson. Ils vont sauver Guyancourt. Ça, c'est mon premier scénario. Le deuxième, c'est un policier. On est la veille de la représentation d'être ici à Guyancourt. Et on retrouve un homme mort, étranglé dans le métier à bœuf derrière le théâtre. Dans sa bouche, une lettre mâchouillée. Et en fait, tout le long du film, on va retracer le parcours de cette lettre. Elle passe entre les mains d'un jeune drogué du quartier du Pont-du-Routoir, d'une écrivaine en recherche d'un sens à sa vie, d'une joggeuse du dimanche, d'une jeune femme qui va souvent boire un café au bar portugais. Et à la fin, on apprend que l'homme qui est mort, c'était le chauffeur de bus qui avait fait faire 3 fois le tour de l'État. Et c'est un parent ulcéré qui l'a éliminé. 1992, je suis embauchée au syndicat d'agglomération nouvelle au service transport. Entre autres missions, j'ai celle de répondre au numéro vert. C'est un numéro gratuit et le mercredi, les enfants s'en donnent à cœur joie. Ils nous insultent, ils rigolent, ils demandent la boucherie sans os. Les gens téléphonent pour demander des itinéraires, des horaires, des itinéraires. Et on avait une méthode finalement assez simple pour pouvoir leur répondre. On avait accroché au mur un grand plan du réseau où toutes les lignes d'autobus étaient de couleurs différentes. Et dans le tiroir, on avait les plans de toutes les communes que les autobus traversaient. Et donc quand les gens nous demandaient un itinéraire, on retrouvait le nom de la rue où ils voulaient se rendre et on faisait correspondre le nom de cette rue au point d'arrêt de
itinéraire pour se rendre au cimetière, il y en avait qui pleuraient. Il y avait aussi des personnes âgées qui ne parlaient pas à qui que ce soit de la journée, et quand elles avaient la possibilité de parler au téléphone, bon, ben, elles se donnaient vraiment à fond. Donc, ben, même une fois, il y avait une dame, j'avais essayé de la persuader de ne pas aller à l'autre bout de la ville nouvelle dans un supermarché, alors qu'elle en avait un juste à côté de chez elle. Et donc, bon, bah, elle m'a parlé, alors elle m'a avoué qu'elle était allergique au papier toilette de couleur, et que donc il fallait qu'elle traverse toute la ville nouvelle pour aller dans ce supermarché, parce que là, elle trouvait du papier toilette blanc. Bon, il y a une fois où vraiment là, j'ai pas réussi à bien remplir ma mission. C'était des personnes malentendantes, et ils me demandent la rue des frères Komarov. Alors je leur dis non, là vous ne la trouverez pas parce qu'elle a été débaptisée. Et maintenant ça s'appelle la rue Enrico Fermi. Et eux ils entendent mal. Ils disent ah, il faut qu'on aille se renseigner à la mairie. Et ils raccrochent. Bon, c'était fini, hein, j'ai jamais pu leur donner le bon renseignement. On les a plus jamais revus. Non, pas de peut-être. Et les 1er avril, Ingrid, les 1er avril, t'envoyais les gens à l'autre bout de là où ils te demandent. Tu l'as déjà fait? T'as quelqu'un qui te demande son chemin et tu le fais encore mieux. Ah, c'est drôle. Justement, en parlant de ça, ça fait penser à une expérience que j'ai eue au mois d'avril. J'étais sur la place du colonel Fabien, place située dans le 19e arrondissement, et j'étais pressée, j'avais un rendez-vous particulier, et comme j'étais pressée, il fallait que je trouve très rapidement mon lieu, donc je devais me rendre à la rue de la Grange aux Belles. Et donc, pour aller vite, j'ai pris mon iPhone. Et donc, dans cette rue, sur cette place, il y avait beaucoup de monde. C'était un jour ensoleillé, exceptionnellement ensoleillé, et c'était un jour de la brocante. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la place du colonel Fabien, mais c'est une immense place avec plein de petites rues comme ça. Donc, j'utilise mon iPhone, j'écris l'adresse, et sur l'iPhone, il y a un point rouge et un point vert. Donc, pour me rendre à la rue de la Grange aux Belles, je suis le point rouge. Sauf que, évidemment, le point rouge s'éloignait de là où je voulais aller. Bon, bref, vous avez compris, ce n'était pas le bon moyen pour trouver rapidement la rue de la Grange aux Belles. Donc, j'ai opté pour la version un peu plus classique, c'est-à-dire le contact humain. Et donc, là, je demande à 2 ou 3 personnes s'ils connaissaient la rue de la Grange aux Belles. Bon, j'ai essuyé, bien sûr, des refus. Donc, je me suis dit que la technique était encore à approfondir. Et donc là, je me suis arrêtée beaucoup. Et je me suis dit, il faut que je capte la personne du quartier. Donc là, je vois passer plusieurs personnes. Et là, en face de moi, je vois arriver un jeune couple. Un couple beau, séduisant, intelligent, visiblement extrêmement amoureux. Et là, je me dis, ça y est, j'ai trouvé ma cible. Je demande donc, avec un large sourire, et avec une politesse requise quand on veut obtenir un bon renseignement, bonjour, vous savez où est la rue de la Grange aux Belles? Vous avez un iPhone, vous avez qu'à regarder dessus. Voilà. Non mais attends, Anne-Marie, regarde, c'est assez simple. Le point rouge, c'est là où tu es, le point vert, c'est là où tu vas. Alors, c'est comme un jeu, là, tu bouges jusqu'à mettre le point rouge sur le point vert, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, mais si l'information satellite n'est pas bonne, il y a des décalages de 50 mètres, et du coup, tu es paumé. Mais non, ça marche bien, les navigations. Moi, les 2 fois où mon mari m'a prêté son GPS, il a bugué. Donc, je suis jamais arrivée. Alors, Il est spécial, le GPS de ton mari. il est spécial, mais c'est pas pour ça qu'il marche mieux. Bon, il a mis une application voix suave. Donc, elle Ça dit, donne quoi? eh ben, prends l'autoroute, ça m'excite. Ou tourne à gauche. Bon, mais alors quand il n'écoute pas, quand il a décidé d'aller tout droit alors qu'elle lui a dit tourne à gauche, il me dit qu'est-ce que je fais? Je lui dis moi t'écoutes ta pétasse. Je suis ce conducteur de bus qui a fait 3 fois le tour du bon coin des droits de l'homme. Je suis habitante de Guyancourt depuis 32 ans. Je suis pêcheur
employé à la Société Générale. Je suis en colère, je viens de louper le 307. Je suis étudiant, je travaille au McDo du quartier de l'Europe. Je suis cette petite dame qui traverse devant la maison de retraite. Je suis dans la file du McDrive du McDonald's du quartier de l'Europe et j'attends. Je suis à la recherche de la maison de la justice et du droit. Avec des collègues. Je suis le Carrefour Market du quartier de Villarroy. Je suis un père de famille, je promène mes enfants autour du lac de Villarroy. Je suis lycéenne et j'attends le bus devant mon bail. Je suis un canard du pont du Routoir. Je suis retraitée et je promène mon chien. Je suis l'adjudant Le Pelletier, je file un dealer. Je suis heureux. Je suis une policière et je surveille le quartier de Villarroy. Je suis un employé municipal qui prend sa pause. Je suis amoureuse du plus beau gosse du quartier des Garennes. Je suis pas d'accord. Je suis babysitter et je vais chercher mes enfants. Je suis filée par l'adjudant Le Pelletier. Sono Magdalene in Fagarolo. Je suis une des statues des cariatides. Je suis habitant de Guyancourt, je prends le soleil sur mon balcon. Je suis un extraterrestre écrasé sur Billancourt. Je suis perdue, j'ai pas d'iPhone. Je suis excédée par mes voisins. Je suis une canette de Fanta orange jetée par terre. Je suis un chat. Je suis une distributeur de billets qui ne distribue jamais de billets. Je suis une mouette qui survole Guyancourt. Je suis un bœuf aux 3 pattes. Je suis un verre de kir pétillant. Je suis un rond-point. Je Je suis suis une femme. excédée par ce mode de Je suis fonctionnement. une flaque d'eau. Je suis comme ça. Je suis Je suis Joyce. Cendrillon. Je suis à Guyancourt. Tous les lundis soirs, on se retrouvait à 19h30 à la Villa Jean Monnet près du McDonald's. Il faisait très froid cet hiver, au printemps, il faisait très froid. On y allait toujours très couvert. Et à 19h30, on se retrouvait donc après notre journée de travail. Anne-Marie quittait le travail plus tôt pour être à l'heure. Pascal passait souvent prendre un McDo avant la répétition parce que c'était la course. Paul sortait la tête de sa thèse. Ingrid nous racontait la nouvelle découverte de la semaine. Et le lundi 28 janvier, on allait écouter Gaëlle, qui ne vit pas à Guyancourt, et qui venait nous raconter son samedi qu'elle était venue passer dans le quartier du Pont du Routoir. Sauf que comme d'habitude, Mathieu était en retard. Bonsoir à tous. Je suis allée au kebab et voilà ce qui s'est passé. Pascal, s'il te plaît. Être ici, sur cette place, enfin une place, un parking où on démonte les structures métalliques du marché, dead zone. Je m'installe avec mon gobelet de café à la terrasse du kebab, enfin une terrasse, une table avec 2 chaises en plastique. Je prends mon carnet, sors mon stylo et j'écris. Soudain, hurlement, guttural, inaudible, masculin, puis silence. Bagnole stationnée en randonnion, à côté un type fait les 100 pas, quelques gars discutent de l'actualité footballistique devant le bar tabac PMU tenu par des Chinois. Vous avez joué un minimum contre l'Algérie, je n'ai même pas vu le but. Une équipe de merde. Il marque tout le temps, mon frère. Un barbu, grand, gros, running, habit traditionnel des passants de la doudoune, arrive et se mêle aux autres. Contre Arsenal, j'ai vu le meilleur attaquant du monde. Habitat collectif de 4 étages, baies vitrées étroites, verticales, dalles vert olive, rouge, tirant vers le noir, magasin fermé, le barbu ricane un peu fort. Ça va, Mounir? Ça grandit, ça grandit. Répond le Mounir en question. Une femme marche en composant un numéro sur son chapelet. Le ciel est bas et blanc, ça transpire l'ennui de la banlieue en hiver. Un des gars vient me voir et me demande. Ce décor, il est triste. Qu'est-ce que vous pouvez bien écrire? J'écris ce que je vois sur le quartier. Ici, c'est la déprime. Il se tourne vers les autres. Elle écrit un book sur le quartier. C'est ce qu'elle fait. Arrête. Il y a un autre qui le rejoint. Vous écrivez un bouquin, madame? C'est pour une pièce de théâtre. Je corrige, un peu énervé d'être interrompu tout le temps. Vous allez refaire la scène ou quoi? Impossible de passer inaperçu. Ma présence crée du remue-ménage. J'ai envie d'être tranquille, on va finir par croire que je suis au RG. Du coup, c'est en arabe qu'il se parle maintenant. Le barbu se barre en balançant son chapelet, entre dans sa panda rouge, démarre en marche arrière et s'en va. Contre le poteau, un chariot à poubelle avec un balai. Par terre, sur la dalle en ciment, une canette de Fanta orange à moitié pleine ou à moitié vide, ça dépend
de quel côté on se place. Deux jeunes passent, l'un à pied, l'autre à vélo, déambulation des hommes qui ont l'air de s'emmerder, un gamin secoue un torchon à travers la vitre de l'immeuble en face. J'ai trop froid, je rentre à l'intérieur du resto halal qui donne sur une autre place. Derrière la baie vitrée un peu sale, des bagnoles, CIC, auto-école, aquapressing, changement de propriétaire. www.tayasushi.fr. Jingle, lancement du match 8e de finale de la Ligue des Champions. Habitat, bien au chaud, chez soi. Bâtiment, carré, propre, terrasse. Balcon à rembarre métallique. Beaucoup de volets fermés. Juste en changeant de point de vue, je viens de monter l'échelle sociale. Excusez-moi, vous écrivez un livre? Me demande un jeune type aux yeux clairs qui s'est posté devant moi. Il parle aussi frénétique que la plume de mon stylo qui court après ses paroles. Je peux vous demander le thème? C'est sur Guyancourt, c'est pour une pièce de théâtre. Est-ce que je pourrais l'écrire avec vous? Vous savez, j'aimerais vraiment écrire un livre ou faire un film. Il s'est installé à ma table de marbre pétée à l'angle sans que j'aie eu le temps de l'y inviter. Quand je dis la vie tourne pas rond, j'ai tant de choses à exprimer. Vous voyez où je dois en venir? Pourquoi on ne ferait pas ça tous les jours? Tout le monde croit que c'est facile, tout le monde croit qu'il va sur la bonne voie. On est tous des petits moutons. Mais c'est qui le vrai berger? Quand on dit l'espoir fait vivre, c'est vraiment vrai. Je comprends pas dans cette société pourquoi on ne vit pas tous à la même hauteur. Entre les barres de HLM derrière mon dos et les barrières de fer de l'habitat privatif en face, j'ai l'impression de comprendre ce qu'il veut me dire. C'est bien beau, liberté, égalité, etc., mais il faudrait arrêter avec les principes. C'est pour ça on est tous des petits moutons. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Moi, ce qui me tient dans la vie, c'est ma petite copine. Vous avez déjà vécu une relation téléphone par satellite pendant 6 mois? Je ne crois pas, non. Elle habite un autre pays? Non, en région parisienne. Ah. Je soupire en continuant à écrire. Sa vie entière, je la connais. Ses déplacements, sa vie privée, je la connais. La seule chose que je ne connais pas, c'est son body et son visage. C'est la plus belle chose que je n'ai jamais obtenue de la vie. Même si c'est pas réel, c'est virtuel, jamais je n'ai caressé mon cœur avec des sentiments autres. En fait, tous les deux, on a des principes, mais on n'arrive pas à les vivre. On préfère pas se voir. On s'aime tellement qu'on ne veut pas se faire de mal. Des nuits entières, des nuits blanches, on se parle. Vous entendez, des nuits entières. Pouvez-vous me laisser tranquille? Il se rapprochait de plus en plus. À ses cernes sous ses yeux, son teint blême, son visage grêlé de boutons, j'ai compris qu'il avait des problèmes de drogue. Je traverse la place en notant quelques bribes ça et là. Bienvenue chez Super U, le supermarché qui vous ressemble. Va-et-vient, qui a dit vide, qui a dit plein. Stop, stationnement payant, caisse automatique, barrière électrique. La place s'appelle Cendrillon. Je rêve, ou plutôt j'hallucine. Manquait plus que Cendrillon dans tout ça. Vous écrivez un bouquin, madame? Me demandent les deux jeunes, l'un à pied, l'autre à vélo que j'ai croisé tout à l'heure. Un type marche, me regarde, balance un truc qui ressemble à une insulte avant de jeter un gros molar par terre. J'ai trop froid pour réfléchir, alors je me casse. En 1935, Schrödinger inventa un exercice de pensée destiné à révéler l'équation de Copenhague en physique quantique. À savoir, la lumière est à la fois onde et corpuscule. Dans cette expérience, un chat dort dans une boîte. À côté de lui, un compteur Geiger est articulé à un bras. Une particule a une chance sur deux de déclencher le compteur Geiger, de faire tomber le bras qui va casser une fiole de poison et tuer le chat. Question. Au bout d'une minute, le chat est mort ou vivant? En logique, il est mort ou vivant. Mais d'après l'équation de Copenhague, il est mort et vivant. Tout est une question de point de vue. Mais ce que tu viens de dire, ça me fait penser à Karen. Karen, elle est ici, là, dans la boîte. C'est pas la même boîte. Hein. Elle n'est pas là. Puis, Bon. Karen, comme vous le savez, n'est pas là ce soir, puisqu'elle est à l'île de la Réunion, dont elle est originaire. Elle est arrivée en 2001 en métropole, et en 2003, elle a commencé son métier de factrice. Et pendant 10 ans, elle a exercé ce métier à Guyancourt. Ce qui a donné l'idée
les ai retrouvés à 11 h devant le jardin des Gogottes, complètement frigorifié. Ce joli jardin que vous devez connaître par ailleurs, hein, c'est le jardin où vous pouvez voir les jolies gogottes sculptées par Toukas. C'est Babar. Voilà. C'est les statues de Babar. Voilà, en référence au livre de Babar. Et donc, quand je vous disais, je les ai retrouvés complètement frigorifiés, on a donc décidé, pour se réchauffer, d'aller boire un café. Donc, dans ce café, c'était l'occasion pour moi de m'exprimer sur être ici à Guyancourt. En ce qui me concerne, j'habite à Guyancourt, mais je travaille à Paris. Donc, pour me rendre à Paris, j'utilise les transports en commun, ce qui représente 1h30 aller, 1h30 retour, soit 3 heures par jour. À l'évocation des 3 heures par jour, j'ai vu Stéphane qui m'a fait des yeux comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on puisse faire 3 heures pour aller au travail. Bon, je l'ai rassuré, je lui ai dit que je n'étais pas la seule, et pour cause, puisqu'on est plus de 70 000 à partir tous les jours de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines pour se rendre à Paris. Et puis, en fait, finalement, 3 heures, ça passe vite. C'est l'occasion, en ce qui me concerne, de lire, d'écrire, d'écouter la musique. Et puis aussi, c'est aussi l'occasion pour moi de me lancer un défi. Quel genre de défi? Par exemple, parler à mon voisin. Ça, c'est un défi. Tu veux dire que dans ce temps, en fait, on est nulle part, du coup, dans le trajet, où vraiment la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on est ensemble. On ne sait pas où on est, on sait pas où on va, mais on est nulle part. C'est impossible de parler aux gens. Bah, oui, ça se relève une mission impossible. On est tous dans notre bulle. Alors, t'as essayé? J'ai essayé, mais je suis pas arrivée. Bon, bref, Pas de l'heure chance, passée. Anne-Marie, hein. Voilà, j'ai vraiment pas de chance. Merci. Donc, l'heure passée, c'était à moi d'être filmée en tant que joggeuse. Et donc, bien sûr, avant de partir, il fallait payer la note. Et là, on s'est demandé combien pouvait coûter un café assis dans Guyancourt, dans la ville de Guyancourt. Eh bien, un café assis, ça coûte 2 €. Ah, au bar portugais, c'est 1,50 aussi. Au resto halal, c'est 1 €, mais dans un gobelet. Alors moi, je reviens un petit peu sur la question être ici et ce que tu disais sur Karen, la boîte. Enfin, en fait, ça me fait penser plutôt au théorème de Thomas. Le théorème de Thomas, c'est pareil, c'est dans les années 30, c'est l'école de Chicago en sociologie. Et ça nous dit que même si une situation est fausse, bah, elle est réelle dans ses conséquences. Un exemple avec un courtier. Un courtier en bourse, quelle que soit la réalité ou l'humeur, tout ce qui l'intéresse, c'est de savoir si le cours en bourse va monter ou descendre. Voilà, c'est pareil. Que Karen soit là physiquement ou non, peu importe. L'important, c'est qu'elle soit là, bah, tu en as parlé, elle est là, vous la voyez, elle est là dans l'évocation de Karen. Elle est là dans le mot Karen. Si on vous dit Karen, voilà, elle n'est pas sur le plateau, elle est là. Mais elle est quand même parmi nous. En fait, en sociologie, le mot, c'est une chose. C'est une chose, c'est une sorte de... C'est un condensé de signification, c'est quelque chose qui nous permet de partager un sens commun. Et quand on y pense, en fait, que ce qu'on vient de faire là en théâtre, c'est juste, on vient de partager des choses, on vient de partager par exemple sur le rond-point, on a évoqué le rond-point, on a évoqué ces grandes allées, on a évoqué le métier à bœuf. Donc, ce sont des choses qui aujourd'hui, auparavant, je ne connaissais pas. Aujourd'hui, voilà, c'est chargé de sens. C'est-à-dire que quand je partais de chez moi pour arriver jusqu'à la salle de répétition, c'est pareil, je parcourais ces grandes allées, elles ont pris un sens que je n'avais pas auparavant. Et peut-être que vous aussi, on n'a pas réussi à partager une partie de ces significations à vous. La prochaine fois que vous parcourez un rond-point, vous penserez peut-être, ah oui, tiens, il y a les ronds-points vaches, il y a le rond-point, au passage, les vaches et les chevaux, on a tendance un peu à confondre. Mais voilà. Donc, peut-être que vous aussi, en fait, on a créé de la réalité sociale. En fait, ça, c'est un peu banal, parce que tout le monde en fait. Vous parlez, on parle, on crée, on réactive à chaque fois de la réalité sociale. Il y avait quelque chose d'original dans ce projet, et c'était le rapport à la virtualité. C'est ce que Mathieu a essayé sans succès d'ailleurs, de vous proposer. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons qu'une partie du public, voilà, se rend va voir les vidéos que propose Mathieu, va voir un petit peu tout ce qu'on a fait. Vous aurez une certaine réalité, vous aurez une perception de ce qu'on est en train de faire. L'autre partie du public ne le fait pas. Voilà, il y aura un petit décalage entre les significations
un triple fond. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui se joue entre le double fond et le triple fond. Le deuxième fond et le troisième fond. C'est la géolocalisation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, la géolocalisation va se loger dans la virtualité. C'est toujours Google. Mais ce n'est pas le même espace. L'espace du virtuel en général, il s'arrange comment? Il s'arrange par des mots, des chaînes de caractères, des votre clavier. Vous allez sur Google, vous tapez un mot. Une chaîne de caractères, c'est un mot, c'est un concept. Quand vous êtes sur Google Maps par exemple, vous êtes en géolocalisation, vous êtes sur un espace qui n'est pas nominal. Vous êtes sur un espace physique, un espace continu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Reprenons le métier à bœuf. Le métier à bœuf, quand Pascal en a parlé, je suis rentré chez moi, je ne savais pas ce que c'était, je fais comme tout le monde, je rentre voilà, sur le... Pardon? Une petite vibration. Ouais, voilà. Excusez-moi. Je rentre donc chez moi, je consulte Google, métier à bœuf, je tombe sur forcément un article de Wikipédia, voici un métier à bœuf, voici comment est constitué un métier à bœuf, voici à quoi sert le métier à bœuf. Bon. Et sur un espace de géolocalisation, ici on va s'intéresser à ce métier à bœuf-là. C'est pas n'importe quel métier à bœuf, c'est pas les caractéristiques générales du métier à bœuf, c'est ce métier. Il est où là? Derrière. Alors, c'est ce métier à bœuf qui est là-bas. À la rigueur, ce serait même pas un métier à bœuf, ça n'a aucune importance. L'important, c'est toutes les histoires qu'on aura pu tisser autour. Celles que Julien nous a proposées, par exemple. Donc en fait, l'objet va se décharger du concept, il va se décharger de la généralité, et à l'inverse, il va se recharger d'histoire. Il va se recharger de singularité. Et ça, enfin moi, quand j'y pense, moi, je me dis, c'est pas possible que ça n'ait pas d'impact sur notre façon à nous d'être ici. Voilà, c'est révolution. Attends, Paul, toi, là, t'étais où, là? Moi, je suis pas là. 28 juin 2013, on vous a présenté Être ici, une expérience théâtrale qui nous a occupés toute l'année. Et chacun d'entre nous a écrit sa propre partie, ses propres textes. Et moi, ça m'a donné envie d'acheter un smartphone parce que je me suis dit, j'aimerais bien aller voir ces vidéos. Je repense à un jour au travail. Comme je vous ai dit, je travaille au Technocentre. Et c'était un après-midi où soudain la neige est arrivée. Elle arrive en silence, très rapidement. Les centimètres se sont accumulés. Et soudain, dans cette ville de 10 000 personnes qui travaillent, toute la question qui était sur les bouches de chacun, c'était faut rentrer, faut partir. Sinon, on va être bloqué. Certains ont pris leur voiture, sont partis. D'autres, comme moi, sont restés. Par curiosité ou par absence de solution. Et la neige continue à tomber. Toutes les possibilités de partir étaient maintenant complètement impossibles. Alors, je suis resté. Je me suis promené dans le Technocentre, dans ce grand bâtiment. Alors les salles de réunion étaient transformées en pique-nique improvisé. Il y a même un concert qui a été donné dans l'allée centrale, un concert totalement improvisé aussi. Ce soir-là, dans l'auditorium, le match OM-Chelsea a été diffusé en écran géant et la vie s'organisait. Quand la nuit est tombée, chacun a cherché un endroit pour dormir. C'est curieux, quand on cherche à dormir sur son lieu de travail, on a besoin d'un toit, alors on se couche sous un bureau. Je ne suis pas resté toute la nuit. Je suis parti quitter ce bâtiment. À l'extérieur, l'ambiance était toute différente. La neige avait tout couvert, tout était blanc, de couleur un peu orangée par l'éclairage public. En retournant sur le Technocentre, cette structure en pente dans laquelle vous passez sans doute souvent, j'ai l'impression de voir un paquebot couché sur la banquise.
3000 personnes, près de 3000 personnes